Éric Neveu est professeur émérite de sciences politiques à l'université de Rennes. Il s'est lancé des années durant dans une enquête sur une génération vue d'en bas, celles et ceux qui en 1968 entrèrent en militantisme et dont il suit les trajectoires sur plus de 10 ans. Que sont devenus ces militants quand, dès la fin des années 70, les organisations gauchistes se sont délitées? Et que devient cette génération quand elle cesse de militer? Ce sont à ces questions qu'Éric Neveu tente de répondre dans son dernier ouvrage, Des 68 arts ordinaires, paru aux éditions Gallimard, et autour duquel une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche le mardi 4 avril à 18h en collaboration avec Sciences Po. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi ce soir d'accueillir donc pour Ombre Blanche. Merci à Hélène, merci à la librairie Ombre Blanche donc pour cette soirée co-organisée par Sciences Po Toulouse et donc la librairie Ombre Blanche. Je suis particulièrement aujourd'hui ravi parce que voilà, Éric Neveu c'est pour nous un grand maître, quelqu'un qui a fait beaucoup progresser dans les sciences sociales françaises sur différents domaines, bien sûr, la sociologie du journalisme, la sociologie de la communication, la sociologie du genre, la sociologie des mouvements sociaux. Et aujourd'hui, Éric nous présente donc son dernier ouvrage consacré aux 68 arts en Bretagne, en Bretagne, et c'est un livre qui est issu d'une enquête extrêmement fouillée, extrêmement détaillée, qui actualise l'ensemble des recherches en sciences sociales, y compris de niveau international. Éric Neveu, alors c'est peu connu, mais dans le monde académique c'est très connu. C'est l'un des professeurs de sciences politiques qui a une reconnaissance internationale, qui est connu pour ses écrits en langue anglaise, en français, de carrière, de niveau, on va dire, international, connu au niveau au niveau mondial. Et donc, il a aussi, et ce livre est pour ça aussi très important, il a pris en compte toute la littérature d'analyse, il l'a synthétisée, il l'a actualisée sur la question de l'engagement politique. Donc l'intérêt de ce livre, évidemment, dépasse de très très loin le cas des 68 arts bretons. L'idée, c'est véritablement, à partir d'une enquête de terrain, de poser la question, de poser un certain nombre de questions qui sont des questions que tout le monde se pose. Et parmi ces questions, il y a qu'est-ce qui fait que les uns s'engagent au moment de l'événement, quand l'événement arrive, et d'autres non. Alors, on va faire comme d'habitude. Je vais poser les 2-3 premières questions pour lancer la discussion. Et puis ensuite, aussi vite que possible, on essaie d'entrer dans une discussion aussi informelle que possible autour des questions qui sont posées par le livre, mais au-delà du livre. Donc, dès que vous avez envie, vous prenez la parole et vous posez les questions. L'idée, c'est pas que moi, je discute avec Éric, je connais maintenant depuis 30 ans, mais bien sûr que vous posiez les questions. Donc là, l'idée, je pose juste les 2-3 premières questions, mais vraiment, on essaye d'entrer dans un dialogue. Donc voilà, on peut commencer par ça. Qu'est-ce qui fait que certains vont s'engager et d'autres pas, à partir donc de l'exemple de 68, quoi. Bon, donc mon enquête, tu l'as dit, mais je le redis, elle cible alors la Bretagne, une Bretagne entendue assez largement, c'est-à-dire pas simplement les 4 départements de la Bretagne administrative, mais j'ai aussi rencontré des gens en Loire-Atlantique, même en Mayenne et en Manche. L'idée, c'était d'aller interroger des gens qui avaient milité, pour faire très vite, on va dire, dans les groupes gauchistes, entre guillemets, dans les années d'avant et d'après 68, et de le faire
dans une région, il se trouve que je suis rennais, pour ne pas retomber dans l'écueil traditionnel qui est d'aller interviewer les 20 personnes bien connues pour être bien connues et qui étaient toutes parisiennes. Donc, qu'est-ce qui fait que des gens s'engagent et d'autres pas? Alors, oui, je précise aussi, donc mon enquête, elle repose sur 65 entretiens qui ont pu durer entre 1 heure et demie et des fois en 2 épisodes, 4-5 heures, sur le mode un peu d'un récit de vie, avec des gens qui avaient eu des engagements assez intenses et prolongés pendant ces années-là. Bon, je dirais, il y a des choses qui sont connues de la sociologie politique depuis très longtemps. Bon, d'abord, si vous êtes issu d'une famille politisée, vous avez des chances d'être politisé vous-même. Donc, une chose dont on s'aperçoit, il y a ce chiffre tout à fait étonnant, il y a 20% des gens de mon échantillon qui ont eu des parents qui ont pris part à la résistance armée. Vous doutez bien que ce n'était pas la moyenne nationale. On en a aussi à peu près un quart dont les parents ont eu des engagements dans le syndicalisme ouvrier, paysan ou enseignant de manière assez soutenue, et à peu près 20% ou 25%, faut que je mettre la bonne page de mes notes devant mes yeux, qui soit étaient militants de partis politiques, que ce soit de droite ou de gauche, soit ont eu des responsabilités d'élus locaux. Quand je dis élus locaux, en règle générale, c'est dans des petites communes, c'est conseiller municipal dans une commune rurale, c'est pas des responsabilités très élevées. Donc il y a un effet d'héritage familial, d'apprentissage de la politique dans la famille, ça c'est une donnée tout à fait classique et familière aux gens qui font de la sociologie politique. Une deuxième chose, c'est ce que je vais appeler l'élection scolaire, c'est-à-dire une phrase qui est revenue comme un leitmotiv, c'est des gens qui me disaient, tu sais, dans mon collège, je suis le seul qui a été au lycée jusqu'au bac. Je suis le seul dans mon établissement qui a continué en fac. Je suis le seul dans mon village qui a eu le bac. Donc, des gens qui avaient des performances scolaires supérieures à la moyenne, et ce qui est d'autant plus remarquable que pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils n'étaient pas ce qu'on appelle des héritiers, c'est-à-dire des enfants de milieux privilégiés. J'ai une majorité de ces militants qui venaient des milieux populaires, qui avaient des parents paysans, ouvriers, petits fonctionnaires, petits commerçants. Bon, en soi, le fait de bien réussir à l'école, ça n'implique pas quoi que ce soit plus à gauche ou plus à droite, mais ça leur a donné ce qu'on appelle de l'estime de soi, c'est-à-dire le sentiment qu'ils étaient capables de faire des choses, d'oser des choses, y compris de s'engager. Et autre élément lié à la réussite scolaire, si vous réussissez à l'école, ça veut dire que vous allez aller au lycée, et si vous continuez, ça veut dire que vous allez aller dans la ville universitaire. Or, dans les années qui vont, on va dire, du début des années 60 à la fin des années 70, la présence de ce qu'on appelait les groupes gauchistes ou d'un milieu politisé, bien évidemment, ce n'est pas d'abord dans les villages ou les secteurs ruraux, c'est dans les lycées, les zones urbaines et les établissements universitaires. Une troisième chose qui est très importante en Bretagne, mais ce qui veut dire aussi d'ailleurs que si des gens faisaient la même enquête que moi en Occitanie, en Bourgogne, en Alsace, on verrait qu'il y a plein de bigarrures et de différences sur ces années-là. Bon, c'est l'énorme poids du catholicisme. C'est un cliché que de dire que la Bretagne était à l'époque une région très catholique. Je vous donne un chiffre qui dit tout. Il y a 50% des gamins qui sont scolarisés à l'école privée. Je suis un produit de l'école privée. Et l'Église catholique, à l'époque, c'est le moment, ça parlera peut-être plus aux gens de ma génération, de Vatican II. L'Église catholique, elle est plutôt, je ne sais pas comment dire,
à gauche, c'est peut-être pas le bon mot, mais entre guillemets progressiste, ouverte à des questions comme la faim dans le monde, la question du tiers-monde, des rapports nord-sud, et les engagements religieux ont une articulation assez fréquente avec des engagements politiques parce qu'ils sont des lieux d'inculcation d'esprit critique. Par exemple, les aumôneries catholiques dans beaucoup d'établissements scolaires étaient les seuls lieux où on parlait aux lycéens de politique et de sexualité, ce qui était des choses taboues dans les programmes scolaires de l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont se politiser ? C'est aussi, je l'ai suggéré tout à l'heure, la translation vers les villes universitaires. C'est-à-dire le fait d'arriver, en général à Rennes, éventuellement à Brest ou à Nantes pour les gens que je rencontrais, c'est arriver dans un milieu où il y a des groupes politiques organisés qui s'expriment, qui draguent. C'est des villes où il y a des librairies. Je pense qu'il y en a eu dans toutes les villes de France, et je ne doute pas qu'il y en ait une ou deux à Toulouse en ces années-là, des librairies dites politiques où on vendait des livres politiques. Mais pour les gens de ma génération, c'est aussi l'époque, par exemple, où il y a des ciné-clubs qui sont des lieux d'intenses discussions et de discussions politiques à la fin des projections. Donc il y a un effet bouillon de culture de ces lieux-là qui va politiser. Et puis je dirais enfin qu'il y a des passeurs. Alors, les passeurs, c'est quoi ? C'est un tel à sa grande sœur qui est au PSU et qui lui dit « mais tu devrais venir, vraiment c'est un lieu très bien ». Ou c'est un enseignant à l'université qui a un espèce de charisme, une aura intellectuelle et qui va contribuer à politiser. Ou il y a des choses très bizarres où se superposent des effets de localité et des effets politiques. Je veux dire par là, voilà, il y a 5 lycéens qui viennent d'un lycée à Châteaulin dans le Finistère, qui sont des potes. Il y en a un qui va adhérer à la Ligue communiste et il va réussir à amener 2 ou 3 de ses potes à la Ligue. Donc, si vous additionnez tout ça, c'est pas à entendre comme une espèce d'équation petit a plus petit b plus petit c, mais si vous pensez ça comme une série à la fois de filtres et de tremplins, eh bien, on va dire que plus on est issu d'une famille où il y a des traditions de politisation, plus on a eu des formes d'engagement catholique qui ont eu une dimension critique, plus on a été porté par une espèce de sentiment qu'on était capable de réfléchir, d'agir, de faire des choses neuves parce qu'on a réussi scolairement. Plus on est dans la ville universitaire et éventuellement plus on rencontre entre guillemets des mauvais sujets, plus on a de chance de rentrer d'une manière ou d'une autre dans un groupe étudiant radical, dans une organisation d'extrême gauche et peu à peu de devenir militant. Et le titre, c'est « Des 68 arts ordinaires ». Peut-être il faut expliquer ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ordinaire, Oui. notamment face au... C'est un livre qui permet de rompre, comme on dit, avec le sens commun de l'explication de mai 68. L'explication dominante, l'explication médiatique, journalistique, essayiste de mai 68. Et il fallait pour ça étudier des 68 arts ordinaires. Ouais. Alors, effectivement, je peux expliquer 2-3 choses qui sont à l'origine de ce livre. Bon, d'abord, 50 ans après, je peux dire aujourd'hui, y compris d'ailleurs à ses propres enfants ou petits-enfants, qui avaient des gens qui étaient maoïstes, trotskistes, guévaristes et je ne sais pas quoi, bon, des fois, ils vous regardent un peu avec des yeux ronds en disant... quel sens ça avait ces choses-là. Donc, essayer de revenir en arrière et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait les engagements qui aujourd'hui paraissent, je ne sais pas, bizarres, déraisonnables, coupables, je ne sais quoi. Bien évidemment, je ne suis pas étranger à mon objet, d'une certaine manière, même si je ne suis pas dans les 65 interviewés, il y a un côté autobiographique dans ce livre, puisque, j'ai un parcours à beaucoup d'égards très banal, étant d'une famille catholique, avec d'affreux antécédents MRP chez mes parents. J'ai côtoyé la GEC quand j'étais en fin de lycée.
En arrivant en fac en 69, j'ai adhéré à l'UNEF, j'ai adhéré au PSU. Je me suis retrouvé dans un des courants de gauche, vous me direz il n'y en avait que de gauche, mais il y en avait qui étaient plus à gauche, du PSU, qui s'appelle la gauche révolutionnaire, qui a viré au maoïsme. Et quand ce courant devait rejoindre un groupe maoïste aujourd'hui oublié sauf des connaisseurs, qui s'appelait le PCMLF, c'était au-dessus de mes forces que de rejoindre cette organisation. Donc je me suis retrouvé dans une organisation maoïste qui avait plutôt son centre de gravité en Bretagne, qui s'appelait Drapeau Rouge. Et donc j'ai milité jusqu'au début des années 80. J'ai fait du théâtre militant avec les gens de paysans travailleurs. J'ai passé, comme l'armée m'a invité à passer un an dans un régiment d'infanterie de marine, j'ai été de ceux qui créaient un comité de soldats. Et donc en gros, j'ai milité une dizaine d'années dans ce monde-là. Et ce qui m'a aussi amené à avoir envie d'écrire ce livre, bon, si je dis insatisfaction, c'est vraiment un euphémisme. C'est une forme d'exaspération devant ce qui est un espèce de récit officiel, de narratif de ces années-là. C'est-à-dire, si je résume ça en peu de mots, tout ce qui était important s'est passé à Paris, bon, au plus loin, là-bas, à Flins ou à Nanterre, mais il est évident que dans des lieux aussi ténébreux que Toulouse, Agen ou Rennes, il n'a rien pu se passer. Essentiellement, ça aurait été un mouvement dont les moteurs et les lumières venaient des étudiants et du gauchisme. Bon, d'accord, il y a eu 8 millions d'ouvriers en grève, mais enfin, ça, c'était pas très important. Ces activistes auraient été des gens littéralement illuminés par l'idéologie. C'était quasiment une drogue chez eux que les doctrines en isme dont ils étaient obsédés. Heureusement, sous l'influence bienfaisante de Lumière, comme les nouveaux philosophes ou Solzhenitsyn, ils ont compris qu'ils faisaient fausse route et qu'ils nous emmenaient avec un aller simple vers le goulag. Donc, très sagement, ils sont devenus libéraux, libertaires. Ils ont fait... Ah oui, j'oubliais, ils étaient tous des fils à papa et des filles à maman, ça va de soi. Et finalement, ils se sont assagis, ils ont fait de très belles carrières dans l'université, la culture, la littérature, la publicité, des fois les entreprises. Alors, je ne vais pas ajouter, comme dans les contes de fées, il est sur beaucoup d'enfants, ça ferait petit bourgeois, mais en tout cas, ils sont devenus des gens raisonnables. Bon, chacun de ces énoncés étant une absurdité totale qui n'a aucun répondant empirique, sauf à prendre, évidemment, je ne sais pas, André Glucksmann, Romain Goupil et Bernard Kouchner comme représentant les 10 millions de personnes qui se sont mises en mouvement à cette époque-là, mais bon, hélas pour eux, ils n'étaient pas tout. Et en effet, du coup, on apprend vraiment beaucoup, et je pense que c'est des personnes dans la salle pourront peut-être illustrer. On peut par analogie prudente, sans doute raisonner sur ce qu'a pu être en province, comme disent les Parisiens. Mais 68. Alors, en Bretagne, mais c'est vrai ici aussi, hein, clairement, en Bretagne, il y a une fierté bretonne qui contribue à expliquer beaucoup de choses. Et notamment, qui contribue à expliquer ce que tu appelles, en reprenant un de tes enquêtés, le complexe de la Tour d'Auvergne. Voilà. Le complexe de la Tour d'Auvergne. Parce que, en fait, tes enquêtés n'ont pas bien souvent fait le choix par eux-mêmes, par une espèce d'autocensure assez difficile à comprendre dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, n'ont pas toujours fait des carrières brillantes, etc. Et en même temps, ils n'en sont pas malheureux. Et une des explications, c'est l'autochtonie, c'est la volonté de rester et travailler au pays, en Bretagne. La fierté bretonne. Quelque chose qui fait écho, je pense aussi ici, je pense. Et qu'est-ce que c'est du coup que ce complexe de la Tour d'Auvergne, finalement? Alors, oui, je vais faire la jonction. J'ai laissé un bout de ma réponse à la question d'avant. Donc, ordinaire, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est d'aller rencontrer des gens qui,
entre guillemets, avaient fait leur carrière de militants dans l'ouest de la France, de manière à ne pas rencontrer les gens bien connus pour être bien connus, qui ont droit à 50 références dans l'index de génération. Donc des militants qui ont pu avoir des responsabilités, mais qui n'étaient pas des gens panthéonisés ou des stars de l'époque 68. Alors, complexe de la Tour d'Auvergne, bon, les gens de mon échantillon, pour 80% d'entre eux, ils ont fait des études universitaires, ils les ont menés à terme, donc ils ont des bacs plus 3, plus 4, plus 5, ce qui à l'époque avait un rendement supérieur à ce que ça a maintenant. Donc si on les regarde, puisque moi j'ai fait mes entretiens entre 2004 et 2014, un peu à la fin de leur vie professionnelle, voire au seuil de la retraite, bon, il n'y a pas lieu de les plaindre, leurs vies n'ont pas été des drames. Bah, comme tous les gens de leur génération qui avaient un bagage scolaire, ils ont plutôt été en ascension sociale, d'autant plus qu'ils venaient majoritairement de milieux populaires ou en tout cas de milieux modestes. Bah, si je prenais des indicateurs, presque tous sont propriétaires de leur logement quand ils vont partir en retraite. Et je vais dire une bêtise à 300 euros près, mais le niveau de rémunération moyen qu'ils ont, mais je souligne à la fin de leur vie professionnelle ou en début de retraite, ça doit être 2500, 2600 euros par mois, bon, ce qui est supérieur à ce qu'on appelle la médiane des rémunérations. Donc ils n'ont pas eu des vies ascétiques et dramatiques, mais en même temps, effectivement, c'est ce que dit Eric, pour beaucoup d'entre eux, il y a eu quelque chose de l'ordre d'une auto-limitation de ce qu'ils auraient pu faire de leur diplôme ou de leur carrière. Auto-limitation, ça veut dire par exemple qu'il y a plein de gens, parce que la majorité d'entre eux sont partis dans le public, qui n'ont pas passé des concours A, mais qu'on préférait passer des concours B alors qu'ils avaient les titres pour passer les concours A, mais ils ne voulaient pas être chefs, ils ne voulaient pas exercer une autorité sur d'autres personnes. Il y en a énormément qui ont choisi des métiers, en gros, sur le critère je voudrais bien avoir du temps pour militer et avoir un peu d'autonomie. Et ce qui est plus important pour moi, c'est une qualité au travail, une autonomie au travail, plutôt qu'une espèce de rampe de lancement rapide vers des carrières. Bon, et d'ailleurs, si on regarde, je vous dis, il y en a pratiquement 60 et quelques pourcents qui sont dans le public, pour reprendre une expression de sociologue, ils bossent presque tous dans la main gauche de l'État, c'est-à-dire la culture, l'enseignement, la santé, la main droite de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre justice, police, service d'autorité. Bon, il y en a un peu aux finances, mais il y en a extrêmement peu qui sont là. Alors, c'est quoi cette histoire de la Tour d'Auvergne? Bon, c'est un personnage probablement n'est connu que des Bretons. La Tour d'Auvergne était un officier de l'armée royale avant la Révolution française. Et quand la Révolution arrive, la Tour d'Auvergne, donc était un noble, se rallie à la Révolution française. On va rester officier dans l'armée de la Révolution, mais il décide, il le dit publiquement, qui n'ira jamais au-delà du grade de capitaine. Bon, pour deux raisons. C'est qu'il veut rester près de ses hommes, il ne veut pas être quelqu'un de lointain, un général ou un officier qui est très loin des soldats qu'il entraîne au combat. Et il ne veut pas qu'on puisse penser qu'il a en quelque sorte trahi, qu'il s'est rallié à la Révolution pour prendre du galon et pour faire carrière. Et alors que c'est un militaire hors du commun, parce que Napoléon dit c'est le premier grenadier de la République, et si je ne dis pas de bêtises, il doit être enterré non pas au Panthéon, mais aux Invalides. En tout cas, il est dans un de ces deux endroits. Et il n'ira jamais au-delà du grade de capitaine par auto-limitation volontaire. Et en plus, c'était un militaire lettré. Il se retirera relativement jeune et il va écrire un dictionnaire français-breton, le premier du genre. Donc, pourquoi la Tour d'Auvergne? C'est cette idée-là. On essaie de ne jamais grimper trop haut, d'une certaine manière peut-être pour trahir nos parents et pour ne pas passer dans le camp de ceux dont nos parents ont eu à souffrir, pour ne pas nous éloigner trop et être complètement surplombant par rapport aux gens avec qui on travaille, et pour ne pas être pris dans des engrenages. Vous vous rappelez cet adjectif récupéré qui était très en vogue dans les années 68, et de fait, encore une fois, c'est des gens qui par rapport à leurs parents
ont plutôt été en ascension sociale, mais qui, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, avec leur diplôme, avec ce qu'ils réussissaient dans leur métier, n'ont pas fait les carrières qu'ils pouvaient faire. Alors, il y a une chose qui m'a étonné, je ne suis même pas sûr encore de l'avoir compris à 100%, sur les 65, il y en a 5 qui ont fait une part significative de leur carrière hors de Bretagne. Ils ont refusé, y compris quand ça leur coûtait les promotions, de quitter la Bretagne. Bon, et pas simplement parce qu'ils voulaient continuer à entendre le son de la mer et des binious. Il y avait d'autres raisons, parce qu'ils estimaient que c'est là qu'ils pouvaient peut-être changer les choses, qu'ils avaient des réseaux sociaux qui les rendaient efficaces, et ils avaient aussi des formes d'attachement au territoire et à une identité bretonne. C'est peut-être pour ça, je vais m'arrêter là-dessus, mais que l'intérêt de multiplier des éclairages qui peuvent paraître très limités parce qu'ils portent sur une région, c'est aussi de voir que derrière ce qui va recevoir la même étiquette, les années 68, il y a des choses qui varient extraordinairement d'une région à l'autre. La Bretagne était une région plus rurale, plus paysanne, plus catholique, très peu industrialisée. Il y avait moins d'ouvriers en Bretagne en 1960 qu'en 1880. La Bretagne est une région où l'influence du Parti communiste est extrêmement réduite. Bon, il y a quelques zones, l'intérieur rural des Côtes-d'Armor, le pays Bigoudin. Si vous allez dans le pays Bigoudin, vous verrez un truc, je ne pense pas que vous le verrez dans beaucoup d'endroits. Il y a des tombes avec la faucille et le marteau. Mais c'est le pays Bigoudin, point barre. Et donc le fait qu'il y ait très peu d'influence communiste, ça crée un espèce d'espace pour d'autres façons d'être à gauche. La Bretagne, en 1967, il y a plus d'adhérents au PSU qu'à la SFIO. Ce n'est pas la moyenne nationale. Donc il y a aussi ces particularismes-là qui jouent. Merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques, prolongements? Oui, madame. Je suis comme vous très agacée par les récits sur 68. Je vais vous laisser le micro. Merci. Oui, je disais que je suis comme vous toujours très agacée par les récits sur 68 parisiens, universitaires. Je voulais juste préciser, vous la connaissez forcément, mais Ludivine Bantigny a écrit un très beau livre sur mai 68 à Caen, donc en province, comme on dit, et qui a commencé dans les milieux ouvriers. Donc, à ma connaissance, c'était, jusqu'à votre travail que je ne connais pas encore, c'est le seul récit qui parle d'autre chose que de mai 68 chez les intellectuels à Paris. Alors, oui, Ludivine Bantigny a fait des choses tout à fait bien, et notamment, elle a reproposé en 2018 une espèce d'histoire globale de mai 68, mais je dois ajouter, alors, il y a eu ce que dans le jargon universitaire on appelle une ANR, c'est-à-dire un projet de recherche sur financement fléché qui répondait à l'acronyme sympathique de Sombrero, qui s'est développé dans les années d'avant 2018. Et donc, il y avait une équipe qui enquêtait sur Marseille, une autre sur Lyon, une autre sur Lille, une autre sur Nantes et une autre sur Rennes, mais indépendamment de mon propre travail. Et sur chacun de ces sites, les collègues, les différents collectifs qui bossaient là-dessus ont essayé d'interviewer 100 militants, entre guillemets, gauchistes, 100 militants syndicalistes de tout le spectre du syndicalisme local en 68 et 100 féministes. Et donc, à partir de là, de faire une mosaïque où il y a aussi, donc c'est un livre qui s'appelle « Changer la vie ». Changer sa vie, chez Actes Sud, et où on a à la fois des choses un peu au microscope sur des études locales dans telle ou telle ville, des études sur des familles, comme il disait, donc les féministes, les syndicalistes, etc., et puis des choses un peu transversales, mais donc avec effectivement des villes de province, comme on dit à Paris. Et il y a aussi un certain nombre d'historiens qui ont fait des travaux qui sont plus attentifs à la dimension locale. Alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais aux presses universitaires de Rennes, il y a eu des travaux sur l'insubordination ouvrière dans les années 68, sur les ouvriers bretons. Donc, disons que c'est pas très vieux, mais depuis une dizaine d'années, grosso modo, depuis le 40e anniversaire, il y a un peu une floraison de travaux qui sont plus empiriques,
politiques plus locaux et qui commencent à casser un peu toutes ces mythologies insupportables qui nous empêchent de comprendre ce qu'ont été ces années-là. Alors, c'est une réponse justement à nos enfants qui sont confrontés, donc à la question de l'écologie, de l'éco-responsabilité, toutes ces questions-là. Et parce que je viens d'avoir ma fille au téléphone, et donc savoir comment justement concilier le fait d'être obligé de travailler. Je suis consciente de la réponse que vous aviez fournie tout à l'heure. Par rapport justement à la cathédrale, enfin ce que vous parliez, c'était d'Auvergne, l'expression la tour d'Auvergne, voilà. Et donc là, en fait, ces jeunes-là disent qu'ils ne veulent pas de compromission du tout avec. Alors comment faire qu'est-ce qu'on peut peut-être leur répondre? Au minimum que c'est sympathique. C'est-à-dire qu'effectivement, alors là, je ne vais pas faire de généralité parce que j'ai pas les moyens d'en faire. Donc, j'ai un peu questionné les gens que je rencontrais, donc qui sont des gens de ma génération, sur le thème et vos gamins, qu'est-ce qu'ils font comme métier, est-ce qu'ils ont des engagements, etc. Bon, comme si je rentre dans la cuisine de l'enquête, c'était souvent une question qui arrivait à la fin. Des fois, au bout d'une heure et demie, les gens en ont marre et on va écourter. Donc, j'ai pas toujours pu pousser la discussion là-dessus. Mais une des choses qui me semblait, je dis ça en marchant sur des œufs, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de leurs enfants qui avaient envie de faire des métiers où leur utilité sociale ou leur responsabilité sociale, notamment par rapport aux questions écologiques et environnementales, primait, et que de ce point de vue-là, il y avait cette forme de continuité avec un certain nombre de leurs parents. Le but, c'est pas de faire carrière le plus vite possible et d'accumuler le plus de signes extérieurs de richesse, des titres, du fric, etc. Mais d'essayer de faire des choses qui sont utiles collectivement. Donc ça, moi, je pense que c'est très bien que les jeunes générations l'aient en tête. Alors, je vais être aussi très prudent. Une des choses les plus insupportables et qui parfois l'a rendu très antipathique, et à juste titre, dans les gens de ma génération, c'est cette espèce de vocation de frères prêcheurs pendant toute leur existence pour expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Je fais aussi confiance dans mes enfants, j'en ai 3, pour trouver leur voie et inventer des choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens cette partie de génération à laquelle j'appartiens et que j'ai interviewé, je pense qu'ils ont fait des choses intéressantes en termes de micro-changements, en arrivant à faire bouger les univers professionnels, à établir des relations de travail un peu différentes, à trouver toutes sortes de compromis où le militantisme devenait métier et le métier militantisme. Mais en même temps, si on avait changé le monde, ça se saurait et on ne serait pas dans la mouise où on est aujourd'hui. Donc, vous savez, dans ces années-là, à l'époque, je trouvais ça idiot. Il y avait en Hollande, c'était les précurseurs des années 68, un espèce de mouvement, on ne disait pas encore alternatif, qui s'appelait les kabouters. Les kabouters, ça doit être des espèces de petits nains avec des pouvoirs magiques dans les mythologies hollandaises. Et la théorie des kabouters, c'était la théorie des deux mains. C'est-à-dire, d'une main, on change ce qu'on peut changer ici et maintenant dans le système, et de l'autre, on essaie de le foutre par terre et de le changer. Moi, je me disais à l'époque, c'est complètement idiot, il n'y a que la révolution avec un grand R qui peut changer le monde, mais c'était peut-être pas si idiot que ça. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, si à la fois partout où on peut faire bouger le monde ici et maintenant obtenir des petites victoires et des petits changements partiels, on le fait et les jeunes générations le font. Et si en même temps
elle ne perd pas de vue que les changements significatifs par rapport à la redistribution des richesses, aux questions environnementales, ça ne peut pas être des petits bouts de ficelle, ça peut être qu'un grand changement politique. J'espère qu'ils arriveront mieux à faire les deux que ma génération ne l'a fait. C'est voilà, tout ce que je peux dire. Merci. Oui. Oui. À vous écouter dès le début, je me suis dit, mais il parle de moi, là. À la différence, simplement, que moi, j'étais déjà dans le milieu du travail, en 68, puisque j'ai commencé à travailler en 1962. Je n'avais pas 18 ans à l'époque. Et donc, je me suis tout de suite trouvé confronté, donc, adhérer au PSU, monter la section d'entreprise PSU. Enfin, je ne vais pas faire mon histoire parce que sinon on n'en finirait pas. Et vous l'avez très bien décrite. Mais je me suis aussi trouvé confronté au problème à la fois du syndicalisme CGT à l'époque, où je me suis fait virer manu militari des assemblées CGT. Je ferme la parenthèse. Et aussi ce qui m'a paru pour moi essentiel, c'était le problème du pouvoir. Et je crois que, enfin, moi, ce que j'ai vu autour de moi, et j'ai quitté le militantisme d'ailleurs, à peu près du PSU au moment où il a viré au PS, parce que je me suis trouvé confronté aussi là au problème du pouvoir. Et ça ne correspondait plus du tout à la vision qu'il me semblait développer tout autour de moi, au travers des militants que je connaissais, qui refusaient toute forme de pouvoir. Voilà, c'est juste petite. C'est pas vraiment une question. Non, mais éventuellement, non pas deux réponses, mais deux greffons sur votre propos. D'une part, ce qui est très frappant, alors pratiquement à mettons 5 exceptions près, qui militent encore quand je les interviewe, et en général ils sont au NPA pour beaucoup d'entre eux, tous les gens que je rencontre ne militent plus à l'extrême gauche au moment de l'entretien. Et d'ailleurs, ils ont massivement arrêté de le faire, on va dire, à la bascule des années 80. Mais pratiquement, alors, avec des intensités, des formes, éventuellement des arrêts et des redémarrages, mais on va dire qu'au moins 85% d'entre eux ont continué dans des formes d'engagement. C'est-à-dire, au moment où ils partent en retraite, il y en a 50% de syndiqués, ce qui n'est pas rien. Et quand je dis syndiqués, ce n'est pas qu'ils collent des termes sur leur carte, c'est qu'il y a des permanents, il y a des responsables de section, il y a vraiment des gens qui sont engagés dans des luttes. Et par ailleurs, si je faisais la liste de tous les engagements de ces gens, il y a le syndicalisme, il y a le féminisme, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a l'environnement et l'écologie, il y a la question des rapports nord-sud. Un certain nombre de gens se retrouvent dans des militantismes pour la culture et la langue bretonne, mais on pourrait refaire le pointillé de tous les mouvements sociaux qui ont existé depuis 30 ans. Quand il y a Sarajevo, il y en a qui s'investissent dans des groupes pour soutenir les Bosniaques. Donc, ils ont continué à militer. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est qu'il y en a très peu qui ont continué à militer dans des partis politiques. Il y en a une quinzaine qui ont dû à un moment ou à un autre avoir commerce avec le PS un peu, personne avec le PC, avec les Verts un peu plus. Et en général, c'est des histoires d'amour qui finissent mal et qui sont brèves, parce qu'ils sont horrifiés par les logiques d'appareil, parce qu'ils côtoient des gens dont ils estiment à tort ou à raison, j'ai envie de dire à raison, qu'ils ont plus envie de faire carrière et d'être élus, qui ne sont animés par des désirs de changements sociaux significatifs, ou, ça concerne les Verts, qu'il y a des façons d'être ultra-démocrates qui leur paraissent un peu délirantes et pas si démocratiques que ça, et qui leur font claquer la porte. Et finalement, ça a même été dit explicitement par quelques personnes que je rencontrais, et je trouve la formule est juste. Il disait, voilà, moi le pouvoir ça m'intéresse si c'est le pouvoir de. Oui, si je suis dans une administration, si je suis dans une entreprise,
je veux être dans une position où je ne suis pas condamné au rôle de perpétuel exécutant et avoir une capacité d'autonomie, d'organisation, pas pour dominer des gens, leur dire fais ci, fais ça et les humilier, mais éventuellement pour réorganiser le travail. Mais les mêmes disaient, ah non, pouvoir sûr, moi ça me mettrait mal à l'aise et j'en veux pas. Bon, la question d'ailleurs, c'est est-ce que aussi cette espèce d'humeur anti-institutionnelle, on ne rentre pas dans les appareils qui étaient caractéristiques d'une partie importante de cette génération militante. Bon, est-ce que ça n'a pas eu un coup, enfin, je pense à la formule formeuse, un politique contemporain, quand les dégoûtés s'en vont, il reste que les dégoûtants. Il y avait une question là-bas, je crois. Oui. Oui, alors c'est pas une question. Moi, je suis la fille adoptive de 68 arts bretons et très modeste. Ma marraine était institutrice et j'ai un souvenir quand j'étais petite fille, quand elle était de piquet de grève, j'avais la cour d'école pour moi toute seule et c'était merveilleux, je pouvais faire de la bicyclette. Et l'autre souvenir, c'est la première fois où j'ai senti des gaz lacrymogènes, puisqu'elle m'avait emmenée à une manifestation. Et à l'époque, mon parrain, gendarme, venait de prendre sa retraite et De Gaulle avait demandé à tous les gendarmes jeunes retraités de revenir pour encadrer les manifestations. Et donc, j'ai fait la manifestation à la main de ma marraine institutrice avec mon parrain au loin qui avait remis son uniforme de gendarme. Et j'ai le souvenir donc des lacrymos qui m'ont fait très peur et qui m'ont beaucoup fait pleurer. Mais je voudrais dire que c'était des gens modestes et qui, vous avez raison, ils ont continué à militer vraiment sur des choses. Par exemple, la dernière lutte de ma marraine, avant de décéder, c'était, je pense, en 2008, sur la votation citoyenne pour la Poste. Et elle s'était vraiment beaucoup engagée là-dedans. Et à la fois très politisée, mais pas dans des partis politiques. Voilà, c'était mon témoignage. Oui, parce que en fait, à cette époque-là, alors c'est peut-être aussi un point où les comparaisons seraient intéressantes, mais il y avait des machines à politiser qui n'étaient pas les partis et qui étaient, par exemple, enfin en Bretagne en tout cas, les mouvements de jeunesse chrétienne, jeunesse agricole chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, jeunesse ouvrière. Mais il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un ami que je me suis fait dans le comité de soldats il y a bien longtemps, au Mans, et qui, lui, était dans un mouvement de jeunesse qui, à ma connaissance, était très peu présent en Bretagne, mais qui était justement un mouvement lié au Parti communiste, qui était les Francs et Franches Camarades, bon, qui était aussi un lieu de politisation. Et on pourrait peut-être s'interroger... Alors, pas sur le mode, il y avait un âge d'or où c'était merveilleux et maintenant tout est affreux, mais où sont ces institutions politisantes aujourd'hui? Mais enfin, j'ajoute, quand vous dites c'était les 68 arts qui étaient d'origine modeste, bon, moi les gens que j'ai rencontrés, alors je peux absolument pas dire... je vous promets, croix de bois, croix de fer, que c'est représentatif, puisque de toute façon, personne n'a la liste officielle des gens qui ont milité dans ces organisations pendant ces années-là. Mais bon, on a quand même un certain nombre d'enquêtes qui permettent de saisir le profil. Et puis, comme disait Fabrice à Waterloo, j'y étais. Bon, c'est quand même massivement des gens d'origine modeste. Je ne vais pas vous infliger des litanies de chiffres, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous vous rappelez que j'ai un peu plus de 60 interviewés, alors si je prends de manière très sexiste la profession du père, 14 qui avaient des pères agriculteurs, 12 ouvriers, 8 petits commerçants et artisans, et c'est vraiment petit. 7 enseignants, 7 petits fonctionnaires. Je parle de gendarmes, je parle de douaniers en uniforme, 5 qui sont employés, c'est-à-dire, en gros, sur les 65, j'en ai 53 qui sont de milieux populaires ou modestes. Alors,
Oui, il y a 2 ou 3 enfants de médecins, il y a une fille de chef d'entreprise de 100 salariés, il y a 1 ou 2 fils de cadre, j'en suis un, mais cette espèce de mythologie, c'était tous des fils de grands bourgeois qui empruntaient la Maserati de leur papa les week-ends. Enfin, on est en plein délire. Enfin, aucune enquête, nulle part, ne confirme ce genre de divagation, quoi. Oui, je voulais dire que je n'étais pas vraiment d'accord sur ce que vous avez dit. On n'a pas changé le monde. Moi, je trouve plutôt qu'on l'a changé. Mais enfin, c'est pas de ça que je devais parler, mais je trouve que les sociologues, ils s'intéressent pas à ce qui se passe dans les familles. Pas assez. Enfin, j'en entends. Moi, j'étais dans une famille d'extrême droite, pétainiste, et j'étais déjà engagée, et en 15 jours, 3 semaines, je suis passée à l'extrême gauche. En mai 68. Mes sœurs ont suivi plus tard, c'est-à-dire qu'elles ont été de gauche, plus modérées. Et mes frères, non, pas du tout. Ils sont restés d'extrême droite. Et il y a comme ça dans les familles des engagements très différents suivant. Alors comme les sociologues, ils font souvent des analyses à partir du fait que les parents ont un certain niveau, un niveau de vie, un niveau de culture. Mais ça joue un rôle, je veux bien le croire, mais pas si catégorique que ça. Parce qu'au même niveau d'aisance, de culture, les enfants font des choix très différents. Il faut dire aussi que mes sœurs et moi qui sommes restés de gauche jusqu'à maintenant, on a fait des études, et mes frères qui sont restés de droite n'en ont pas fait. Enfin, sinon, d'études de commerce, mais assez basique, quoi. Voilà, donc il se passe des choses à l'intérieur des familles que ça m'énerve un peu parce que je les entends jamais analyser d'un point de vue sociologique. Alors, bon, on pourra reprendre la discussion sur on n'a pas changé le monde. Si sur certaines choses comme les rapports hommes-femmes, on l'a drôlement fait bouger, mais sur la répartition des richesses et du pouvoir, ça n'a pas été la même chose. Alors, je vais me défendre et je vais défendre la sociologie. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a ce réflexe de prendre ce qu'on appelle les variables traditionnelles, la catégorie socio-professionnelle, le niveau d'études, gna gna gna, et on range les gens dans des petites boîtes à partir de là. Ce que j'ai essayé de faire, je ne sais pas si j'ai réussi, c'est à la fois, parce que ça existe, montrer qu'il y avait des régularités. Je sais pas, par exemple, que si vous étiez d'une famille très catholique, paysanne et donc rurale, vous aviez infiniment plus de chances, statistiquement parlant, d'aller dans un groupe maoïste ou dans un groupe trotskiste. Donc il y a un tas de mécanismes de causalité qu'on pourrait presque chiffrer. Et là, on n'enferme pas les gens dans des boîtes, on objective la réalité. Et ce que j'ai essayé de faire aussi, un peu comme quand vous choisissez vos peintures chez le marchand de peinture, il y a les nuanciers. Ben, c'est par moment, en faisant un zoom sur telle ou telle personne, de dire bah oui, mais regardez, c'est plus compliqué que ça. Ou si vous ajoutez telle variable, vous allez voir que. Donc, j'ai pas fait un livre sur les familles, mais je vous assure que je parle des familles. J'ai quelqu'un dont l'histoire me semble faire écho à la vôtre. C'est une fille de militaire, son père est colonel, chez eux c'est la baguette, les mômes n'ont pas le droit de parler à table, la mère à peine. Et en fait, chez tous les gamins, ça va péter. Donc elle et sa sœur se retrouvent dans des groupes d'extrême gauche. Le frère n'est pas politisé, mais il se barre au Canada pratiquement sans le dire aux parents. Et j'ai tout un tas de cas où on voit bien les effets des histoires familiales. Je prends un exemple, ce qui permettra à la fois de dire le nuancier. Bon, je viens de dire, en général, si vous êtes d'une famille fortement engagée dans le catholicisme, un catholique militant, famille de paysans, bon, il est infiniment probable que vous alliez dans un groupe Mao et pas dans un groupe Trotsky. Or, dans les gens avec qui je parle, j'en ai un,
il devrait être Mao. Son père, c'est un tout petit paysan. Il est très catholique. Il est même bedeau dans le village où ils sont. Le gars a fait des études dans les écoles privées d'un bout à l'autre. Mais ce que je remarque, c'est d'abord, il me dit que le fait d'avoir été bedeau, pour son père, ça a été une expérience d'humiliation. C'est-à-dire que les gens importants de la paroisse le traitaient comme un larbin. Il avait une responsabilité en l'église, mais il n'était rien. Il était un plouc et il fallait qu'il fasse ce qu'on lui demande. Et quand il me raconte son histoire à lui, je vois que, à la différence de beaucoup d'autres qui se sont éloignés de la religion de manière, pas si je peux dire douce, mais progressive et sans drame, bon, lui, ça ne s'est pas très bien passé. Parce que, par exemple, lui, à un moment, a été aux jeunesses communistes et ça a été un moyen de s'éloigner de l'Église, ce qui est un cas pas si fréquent dans mon échantillon. Et surtout, il me raconte, alors c'est à la fois très drôle et terrifiant, il est scolarisé par les frères des écoles chrétiennes dans une commune du Morbihan. Enfin, il a cette expression disant les frères et le type d'établissement où j'étais, ça servait à stocker les petits ploucs qu'on était. Et il raconte par exemple que, alors outre le fait qu'il y avait un frère qui avait un peu tendance à s'incruster dans les douches pendant que les gamins prenaient des douches, mais il me dit, comme j'avais jamais pris de douche de ma vie, j'avais plus peur de la douche que du frère. Et il y a un autre frère qui donne les cours de langue. Il n'a jamais appris les langues, et il donne des cours d'espagnol, d'allemand et d'anglais. Donc il est révolté parce qu'il a le sentiment qu'on se fout de leur gueule en termes de qualité scolaire. Et donc il va avoir un rapport d'éloignement au monde chrétien qui est beaucoup plus abrasif, beaucoup plus conflictuel que la moyenne des gens que je rencontre. D'où l'hypothèse, je ne mettrai pas ma tête sur un billot pour vous dire je suis sûr que c'est ça, mais que peut-être si lui se retrouve dans des organisations où l'espèce de continuité avec des références catho n'existe pas, ça tient aussi à la manière dont il a rompu avec le monde catholique. Enfin, donc, vous avez absolument raison de dire que les histoires de famille, c'est très important. J'ajoute simplement, il y a une collègue qui s'appelle Julie Pagis, qui a écrit un livre qui va s'appeler « Un pavé dans leur avenir », c'est ça, un titre de ce genre. Et elle qui s'est demandé qu'est-ce qui se passait entre les parents 68ards et leurs gamins. C'est-à-dire, est-ce qu'ils héritaient des dispositions critiques des parents, qu'est-ce qu'ils devenaient, et qui pose ces questions-là. Et dans les publications, donc j'ai parlé tout à l'heure de ce travail collectif Sombrero, où il y a eu à la fois un bouquin, et dans la plupart des villes, il y a eu des livres spécifiques à ces villes. Et il y a des contributions dans ces livres qui se posent la question qu'est-ce que les enfants doivent aux parents? Est-ce que les enfants 68ards ont fait bouger leurs parents? Comment ça s'est passé? Comment il y a eu du conflit ou de l'entente et de la réconciliation dans les familles? Et qu'est-ce que les 68ards ont transmis à leurs enfants? Donc, même s'il n'y a pas des tonnes de littérature, il y a quand même des sociologues qui se posent ces questions-là. Je peux ajouter que sur la sociologie ne peut pas et ne prétend pas évidemment expliquer l'alpha et l'oméga, les causes des trajectoires individuelles, mais elle contribue grandement et on gagnerait de manière beaucoup plus systématique à tenir compte des variables sociologiques et pas seulement de variables d'ordre psychologique, personnel, etc. Et vous-même, vous engagez dans votre discours des variables qui sont d'ordre sociologique. Quand vous évoquez le grosseur, ça, une variable de genre. Quand vous évoquez celles qui ont été diplômés, donc vous engagez du capital culturel, etc. Et ça, c'est des variables qui sont des variables sociales. Et il faut expliquer le social par le social. Mais évidemment, la sociologie n'a jamais prétendu et ne prétend pas expliquer tout d'une trajectoire individuelle. Elle ne le peut pas. Et Durkheim était le premier à le rappeler systématiquement, que les individus sont des individus parce que chaque trajectoire sociale est forcément unique et ne peut pas, évidemment, être résumée, simplifiée par des variables sociologiques classiques. Mais par contre, on a vraiment toujours intérêt, et c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui, à toutes et tous, à essayer de comprendre quelles sont précisément ces forces sociales qui ont agi sur notre trajectoire pour précisément s'en libérer et mieux les comprendre.
Et le fait d'être une femme, eh ben, c'est complètement différent que d'être un homme, etc. etc. Si je fais non pas un coq à l'âne, mais une association, un grand pas de côté, il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, qui a écrit un livre que je trouve très remarquable, qui s'appelle Tableau des familles, où il pose la question, qu'est-ce qui fait d'un côté que dans des familles très privilégiées, il y a des gamins qui se plantent complètement à l'école, et de l'autre que dans des familles qui ont tous les handicaps, elles sont pauvres, éventuellement elles sont issues de l'immigration, elles ne maîtrisent pas la langue, etc. Il y a des gamins qui cartonnent. Et de cette manière, en allant au microscope, voir ces familles, voir le détail de leur vie, ils montrent des choses qui ne sautent pas au visage. Je pense à cet exemple-là, mais je ne pousse pas plus loin. Ils montrent comment... Dans les familles immigrées, par exemple, en général, c'est les femmes qui s'occupent de tout ce qui est paperasse avec l'administration, imprimée à remplir, déclaration d'impôts, demande de ceci et de cela. Et donc, très souvent, les filles étant assignées aux tâches dites féminines, elles vont demander à leurs filles de les aider, d'autant que les filles ont fait plus d'études que leur mère souvent. Et du coup, les filles acquièrent des formes de compétences par rapport à l'écriture, par rapport au fait de maîtriser des dossiers, qui ont aussi des transpositions possibles dans l'école. Donc j'ai envie de dire, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas, quand on fait des sciences sociales, dire on va tout expliquer, on est très malin, mais j'ai envie de dire... quand on a essayé de poser un modèle disant, tiens, regardez, il y a 3-4 variables qui expliquent plein de trucs, quand il y a un cas qui résiste au modèle, je n'ai pas envie de dire, bon, on arrête de faire de la sociologie, j'ai envie de dire, on en fait encore plus. Et donc, on cherche, c'est quoi les variables qu'on n'a pas vues, une position dans la fratrie, un drame personnel, parce que bon, c'est aussi des faits sociaux, les accidents de la vie, les drames personnels, et on va peut-être pouvoir affiner l'explication. Des fois, on ne peut pas. Bon, donc on va dire on ne peut pas. Mais dans le fond de ma tête, je me dis toujours on devrait pouvoir. Je voulais savoir ce que vous pensiez et ce qu'on pense en général en sociologie de la notion de justement génération, parce que vous avez emprunté le mot et c'est un mot qu'on retrouve beaucoup en histoire, justement, dans les ouvrages qui parlent de mai 68. Voilà. Enfin, si vous en avez lu et du coup, si vous aviez une opinion là-dessus. Alors, en fait, génération, c'est un mot qui est très utilisé et souvent très galvaudé. Il y a plein de générations qui sont associées à des lettres de l'alphabet. Alors, je ne sais même pas comment les ranger, la génération X, la génération machin. Alors, bon, on peut utiliser le mot génération dans un sens démographique et dire qu'il y a une nouvelle génération tous les 20 ans et leur donner des étiquettes. Mais je ne suis pas sûr qu'on fasse avancer le schmilblick avec ça. Il me semble qu'un usage sociologique rigoureux de la notion de génération. Bon, et alors, ça remonte à un bouquin qui a maintenant bientôt un siècle, un sociologue allemand qui s'appelait Mannheim, qui a écrit La question des générations. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on ne devrait parler de génération que quand un groupe d'âge a été confronté à des événements tout à fait singuliers et marquants. Et il a cette expression que je trouve parlante. Il dit pendant les années impressionnables, un peu comme on peut impressionner une pellicule photo, c'est-à-dire quand on est jeune. Mannheim dit, les gens qui se sont retrouvés enrôlés pour aller au front en 1914, oui, c'est une génération parce que, qu'ils soient allemands ou qu'ils soient français ou belges, ils ont vécu quelque chose qui est incomparable aux autres générations. Je pense en ce sens-là qu'on peut parler d'une génération 68, pas parce qu'on était plus intelligent, plus beau, plus je sais pas quoi que les copains, ça c'est idiot, mais parce qu'effectivement, la génération des baby-boomers, elle a quand même eu cette particularité, cette chance extraordinaire d'être portée par un mouvement de progrès économique qui, s'il affectait pas tout le monde de la même manière, portait tout le monde quand même vers plus de confort. Si on prend des indicateurs aussi élémentaires que vivre dans une maison où il y a une salle de bain, avoir un téléviseur, avoir une machine à laver, que les parents aient une bagnole, c'est vraiment une génération pendant laquelle la vie se métamorphose. On est une génération
qui, en termes de poids démographique de la jeunesse sur l'ensemble de la population, on n'a jamais pesé autant que dans les années 68, et on est une génération qui s'est, enfin, pas toute la génération, mais une partie significative de la génération s'est mise en mouvement et a acquis le sentiment de son existence, de ce qu'elle pouvait faire des choses. Ce qui n'est pas un privilège donné à toutes les générations, pas parce qu'elles sont moins, je sais pas quoi, moins vaillantes, moins intelligentes, parce que l'histoire ne repasse pas les plats. Mais ceci dit, on peut certainement discuter. Est-ce que des choses comme l'expérience généralisée de la précarité, le fait de se dire que la fin du monde, c'est peut-être pas dans les romans de science-fiction. Bon, est-ce que ça n'est pas en train de marquer une génération, la vôtre, qui, dans les fameuses années impressionnables, quand même, je pense que les questions d'environnement, ça tracasse pas mal de gens de votre génération, et ils ont bougrement raison de se tracasser. Mais ce que je veux suggérer, c'est que il n'y a pas une génération au sens sociologique mécaniquement tous les 20 ans. C'est la survenue d'événements un peu hors du commun et qui affectent significativement un ensemble de personnes qui fait une génération. D'ailleurs, Mannheim dit aussi que à l'intérieur d'une génération au sens démographique, les gens qui ont 20 ans à telle époque, tout le monde ne fait pas les mêmes expériences. Et donc, on peut avoir dans la même génération, au sens démographique, des gens qui ont fait des expériences radicalement différentes et qui sont imprimés différemment au sens sociologique. Bon, moi, il me semble que c'est une manière un peu rigoureuse et pas simplement métaphorique d'utiliser la catégorie de génération. Depuis la génération 68, je suis pas d'accord avec ça, il n'y a pas eu en France, en tout cas, une autre génération. Comme vous disiez, par exemple, il y avait ceux de 14, c'est d'ailleurs un livre connu, il y a ceux de 68. Est-ce que vous pourriez dire, vous, qu'il y a eu une autre tranche d'âge qui serait marquante et marquée d'une manière globale, systémique? Bon, je suis très mal à l'aise pour vous répondre parce que ce n'est pas des choses sur lesquelles j'ai travaillé, mais bon, on pourrait se poser la question, est-ce que la génération au sens date et année de la jeunesse qui a été confrontée au sida dans son rapport à la sexualité, ça n'a pas été une expérience très structurante. Et est-ce que avoir 20 ans dans un monde d'une part de précarité généralisée du point de vue de l'emploi, des statuts, de la stabilité, y compris des fois avec une plus grande fluidité des rapports conjugaux, une plus grande instabilité des rapports conjugaux, et en plus tout ce qui nous tombe et leur tombera encore plus à eux, parce que moi je serai mort d'ici là, du point de vue climatique. Bon, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il va y avoir un effet de génération ? Je pense qu'on peut au moins poser la question. Et encore une fois, n'entendez pas ça sur le mode « on était bien plus beau et bien plus intelligent que les copains ». Ça, je pense que c'est un des côtés insupportables de cette génération. Faire la leçon jusqu'au moment où on devient gaga, c'est pas très raisonnable. Si on fait la guerre, il est un peu pareil, j'ai l'impression. Et nous, on a fait la guerre. Oui, mais si, sans doute. Alors, elle est avant 68, mais je pense que ceux qui se sont tapés à la guerre d'Algérie, il y a un effet de génération. Oui, oui. Oui, je voulais dire éventuellement qu'il y a eu aussi un effet négatif, 68, assez fort, me semble-t-il, sur la politique, parce qu'en fait, 68 était quand même un mouvement, alors très anticommuniste, au sens du Parti communiste, l'URSS, suite effectivement à Budapest, et puis effectivement en 68, la Tchécoslovaquie, qui a creusé cet écart très fortement. Effectivement, du coup, on en était, vous en étiez, sont tournés vers des idéologies qui étaient soi-disant plus pures. Le maoïsme, avant qu'on s'aperçoive que finalement la révolution culturelle, ça avait été dramatique, et qu'au final, cette génération avait plus de modèle politique en fait. Il y avait un modèle contre ce qu'on voulait pas.
Et puis effectivement, je crois que ça a été bien souligné, les 68ers, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir, donc, enfin, dans leur grande majorité. Et effectivement, ils ont laissé la place libre à d'autres, et effectivement, sans que il y ait une idéologie politique qui se développe. Bon, s'il y a eu la social-démocratie, la version mitterrandienne, mais enfin, disons, tous les grands idéaux politiques sont tombés un peu par terre. Et je vais dire, enfin, moi, en tant que 68ard, je pense heureusement que 68 a échoué au niveau politique. Parce qu'effectivement, les idéologies qu'il y avait derrière, elles étaient quand même très porteuses de dictature, on peut le dire comme ça. Ce qui s'est passé un peu en Allemagne, ce qui s'est aussi passé en Italie, avec les brigades rouges, et la France a été un peu à l'abri parce que la gauche prolétarienne a décidé de ne pas se lancer dans la lutte armée. Mais effectivement, ce mouvement, il s'est traduit un peu par la négative, et je dirais qu'on est un peu victime maintenant d'une situation où on se dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on a comme modèle politique à proposer aux jeunes ? Et effectivement, on s'est tenu à l'écart un peu de la politique, on va dire, politicienne, puis finalement, on n'a rien proposé d'autre, quoi. Donc c'est un peu un héritage, j'allais dire, négatif. Voilà. Ce que vous en pensez. Ce serait intéressant aussi d'avoir un avis de jeune sur cette question-là. Pour après. Oui, ça c'est un peu. Enfin, il y a un autre sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff, qui a écrit un livre, justement L'héritage impossible, disant voilà, l'héritage politique, c'était une espèce de vision hyper dogmatique du marxisme. Bon, et aujourd'hui, un produit comme Dictature du prolétariat n'est pas très vendable. Et l'héritage culturel, dit-il, ça aurait abouti à toute forme de laxisme, à la dissolution de l'autorité des liens familiaux, gna gna gna. Alors, je sais pas, oui, vous avez raison, il y avait cette espèce de paradoxe, d'oxymore, au fond, dans beaucoup de ces mouvements d'extrême gauche. Rétrospectivement, je le ressens très bien, ayant une éducation catholique, on se voulait on était des espèces de communistes anticommunistes, c'est-à-dire où on avait à la fois tout un héritage de défiance ou d'antipathie pour le communisme au sens du PCF, à la fois, je dirais, pour de bonnes raisons. L'URSS n'était pas un modèle très affriolant, mais pour des raisons, il y avait des dimensions, des héritages d'anticommunisme de droite, pour le dire un peu par raccourci, et en même temps la volonté d'inventer un communisme plus pur, plus critique. Enfin, je pense que ce qui séduisait dans la révolution culturelle, dont on ne voyait pas du tout à chaud le niveau de violence et dont on avait une espèce de vision libertaire, c'était l'idée aussi qu'on secouait le cocotier, les apparatchiks de parti, les autorités intellectuelles, on les renvoyait à la base. Ceci dit, moi je pense que des fois c'est très fécond, il ne faut pas les forcer, mais si on peut amener les intellectuels à mettre les mains dans la merde, ça leur fait le plus grand bien. J'en ai fait l'expérience et ça, je m'en suis très bien porté. Donc ça n'est pas qu'inutile. Alors, effectivement, vous en faisiez la remarque. Il me semblait qu'il y avait quand même eu la gauche au pouvoir dans les années 80 et après. Bon, et peut-être que ça n'a pas été aussi excitant que ça promettait. C'est peut-être aussi une des raisons du marasme dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, peut-être que le flambeau a passé aux jeunes générations pour faire mieux que ce qu'on a su faire. Alors, bon, c'est comment on peut concilier les enjeux. Enfin, quand je dis sociaux, à la fois tout le monde me comprend, mais c'est pas simplement d'augmenter un peu les salaires. Enfin, c'est comment est-ce qu'on peut remettre à plat toute la redistribution des richesses et des pouvoirs, et comment on peut articuler ça avec les urgences climatiques. Enfin, moi, je suis très frappé dans les manifs. J'imagine que c'est pareil chez vous, mais le nombre de jeunes qui viennent dans les manifs retraite avec des pancartes qui parlent aussi du climat. Donc, comment on connecte ces deux choses-là, et puis éventuellement, comment on connecte de mai, après tout, ce qui
peut-être n'est pas définitivement à mettre à la poubelle d'une vision critique qui résonne en termes de classe, de rapport de domination sociale. Mais 68, il n'y avait pas que les gauchistes, il y avait aussi ceux qu'on appelait les marginaux et les babas, que les gauchistes détestaient à l'époque, mais qui posaient peut-être un tas de questions malignes sur les rapports hommes-femmes, sur notre rapport à la nature, sur l'écologie à un moment où c'était pas du tout de mode d'en parler. Bon, et donc, je n'ai pas de réponse, sinon je créerais un parti demain matin, mais c'est peut-être d'arriver à faire une synthèse de tous ces héritages et de ces urgences. Mais moi, je ne désespère pas que les jeunes générations y arrivent mieux que nous. Et en tout cas, ne nous mettons pas dans la position de leur donner des leçons. Oui, vous avez beaucoup parlé de la province par rapport à Paris. Et il se fait que moi, je suis parisien. En 68, j'avais 25 ans et je sortais tout doucement de l'adolescence. J'exagère un peu, mais je ne mens pas. Hein. Pour moi, mai 68, c'est un phénomène d'un très grand lyrisme. Pour moi, mai 68, c'est une immense cour de récréation. Vous imaginez, on sortait dans la rue, on demandait l'heure à quelqu'un ou le nom d'une rue, et tout de suite, il y avait des débats, les Parisiens se parlaient. Et 10 ans après, je suis venu à Toulouse. Alors j'ai fait une découverte, des tas de découvertes extraordinaires. Quand à la radio ou à la télévision, il dit « aujourd'hui il pleut », ça veut dire qu'à Paris il pleut. On disait aussi que les Parisiens, quand ils franchissent le périphérique, ils se retrouvent en Afrique. Mai 68, ça a été pour moi une très grande joie, mais j'ai déchanté avec les accords de Grenelle. C'est-à-dire que depuis, j'ai une haine, le terme est peut-être excessif, mais j'ai peu de considération pour les syndicalistes, pas pour le syndicalisme, mais quand on pense que Pompidou avait dit à son gouvernement, vous leur donnez tout ce qu'ils demandent, les caisses sont pleines, et qu'on n'a rien obtenu. J'ai obtenu 10% d'augmentation de salaire à l'époque où l'inflation était de 12%. Le patronat craignait que les syndicats réclament une présence au conseil d'administration avec présidence tournante. Et ils ont demandé de pouvoir exercer leur action syndicale au sein de l'entreprise. Ça, ils l'ont obtenu. Ça, ils étaient très contents. Pour le reste, voilà. Les effets secondaires de mai 68, et le terme est péjoratif, hein, je crois, c'est certains graffitis, il est interdit d'interdire, soyez réaliste, demandez l'impossible, etc. Du coup, c'est la société du désir. Alors c'est vrai que je parle comme un vieux machin, que je suis, que je revendique, mais c'est un peu ça. Hein. Je veux dire qu'avant mai 68, il y avait un surmoi, quantité de surmoi. Il y avait les parents, il y avait les enseignants, il y avait les patrons, il y avait l'Église. Maintenant, il n'y a plus de surmoi. C'est mon désir qui est mon seul surmoi. Voilà, je ne sais pas si mai 68 en est responsable entièrement, mais voilà la société dans laquelle on est. C'est un point de vue parfaitement subjectif et je serais reconnaissant aux gens qui ont un avis différent. Alors, mais ce que vous dites, c'est effectivement un point de débat très central sur mai 68. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de surmoi. Bon, je suis un peu plus jeune que vous, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y en avait du surmoi ? Ça s'appelait même du caporalisme. Il fallait que les filles mettent des blouses à l'école, elles n'avaient pas le droit de mettre des pantalons. Je racontais ça plutôt. Moi, je dis ça en rigolant. Les premières filles que j'ai vues, bon, j'exagère, mais les premières filles que j'ai vues, j'étais en première. L'enseignement, c'était pas mixte. Il y a 3 filles qui sont arrivées dans mon lycée Cateau parce qu'il n'y avait pas de terminale scientifique dans le leur.
je pense que mes enfants, ils ont été bien plus heureux de vivre dans la mixité tout au long de leur scolarité. Enfin, et en plus, je pense que c'est plus ambivalent que ça, parce que, bon, oui, il y a un tas de tabous de censure qui se sont défaits. Est-ce que c'est uniquement 68 qui les a défaits? Est-ce que dans des pays où il n'y a pas eu 68, il n'y a pas des tendances similaires? Et en même temps, moi, il me semble que les gens qui ont participé à 68, quand vous parlez, voilà, on pouvait discuter, il y avait quand même un bonheur, tous les gens qui l'ont vécu, moi j'ai plutôt été spectateur qu'acteur, mais il y a ce bonheur incroyable d'être nous, d'avoir le sentiment qu'on est dans un collectif. Je sais pas, tout ce discours tenu par exemple par des philosophes comme Ferry-Renaud, cette relecture individualiste de mai 68, moi ça me met en rage parce que, mais merde, ce qui se passe en 68, c'est le bonheur d'être nous, pas d'être je. Alors, ce qui s'est passé après, qui est peut-être pas uniquement explicable par mai 68, il y a peut-être une polarisation sur je, mais je pense que justement, peut-être dans l'idée de tirer des leçons ou de voir ce qui était intéressant, je pense il faut à la fois être je, il y a toutes sortes de bonheurs familiaux, amoureux, individuels, tout ce que vous voulez, l'amitié, etc. Mais qu'est-ce qu'on a de bonheur à être nous? Et je pense peut-être même des fois, les plus grands bonheurs qu'on peut atteindre, c'est de se dire qu'on fabrique du nous et qu'on est dans le nous. Et comment on peut refabriquer du nous. Mais bon, il me semble que c'est aussi une des choses qui s'est passée, qui a été vécue concrètement dans une atmosphère d'exaltation et de joie par les... J'ai un de mes interviewés qui me disait des choses comme vous. Voilà, c'était extraordinaire. On parlait avec un tas de gens. Il a cette formule, il dit, alors qu'il était marié, j'avais jamais autant fait l'amour qu'en mai 68, et il n'est pas le seul. Je rencontre encore des gens, il y a des petites étoiles qui brillent dans leurs yeux quand ils parlent de ces moments-là, et c'était pas individualiste, quoi. On va prendre peut-être 2-3 questions successives. Je voudrais intervenir. Par rapport à ce qui a été dit précédemment sur heureusement que 68 n'a pas abouti, en supposant que effectivement la tendance maoïste était principale, ce n'était pas du tout le cas. La gauche prolétarienne a été puissante dans la queue de la comète. C'est l'esprit libertaire qui était en 68. C'est les analyses des situationnistes, c'était le retour au jeune Marx, c'était la critique de la marchandise, de la publicité, c'était tout ça aussi derrière. Donc voilà, et ça reste tout à fait d'aujourd'hui, tout à fait actuel. Voilà. Et je pense que de penser que bon, je ne sais pas on peut toujours faire de la fiction. Je ne sais pas ce que ça serait devenu, mais en tout cas, c'est une erreur historique de penser que le mouvement maoïste était prédominant en 68. Je ne crois pas. Oui, c'est clair. Non, mais je pense que personne ne le pense. Merci Michel pour cette intervention. Moi, je vais essayer de ne pas parler du tout du choc que j'ai eu en 68 qui a changé toute ma vie. Je vais parler d'aujourd'hui, puisque j'entends qu'on a des questions sur ces fameux jeunes. Je sais pas moi, il y a des jeunes, au lieu d'être là, ils sont à l'AG, à Euphorie, à 100 mètres de chez moi, sur un lieu squatté, à 150 autonomes, aujourd'hui. Ce matin, il y a des gens plus trotskistes qui étaient aux poubelles, à l'incinérateur, en train de bloquer, avec la CGT et la FO, les camions poubelles, à Toulouse. Je ne vais pas parler de Rennes, qui est quand même l'épicentre de ce qui se passe actuellement en France. Je vais parler de l'IEP, quelques instants, qui est occupé depuis un mois, à peu près. Je vais parler des Beaux-Arts ISTAT, qui sont aussi en grève. Je vais parler de l'ESTAV. Je suis passé devant un vélo tout à l'heure, qui occupe leurs locaux. Il se passe beaucoup de choses. J'ai oublié l'INSA, qui est aussi en grève, ce qui est plus rare. L'ENSEC, en partie, je vais essayer d'arrêter là-dessus. Mais il y en a d'autres, à Toulouse déjà, comme ailleurs, comme la SAS, à Paris. Alors ça s'est même pas fait en 68. Donc, tous ceux qui doutent sur la jeunesse,
Tous ceux qui doutent sur ça, attention, elle y est. Je vais oublier, tout à l'heure à l'IEP, il y avait un débat sur la 69, la fameuse autoroute Toulouse-Castres, sur laquelle des jeunes, des amis à moi, étaient accrochés sur les machines la semaine dernière. Tous ces jeunes-là connaissent les commissariats, connaissent le gaz par cœur, connaissent l'humiliation de la justice, connaissent les interdictions d'aller sur la 69 comme d'aller sur les manifs à Toulouse. C'est ça qui est en train de se vivre là, en ce moment. Voilà. Merci. Je pense qu'ils revivent des choses comme on a vécu à d'autres moments. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression de constater la même chose, moi aussi, en tant que militant politique aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de revendications qui restent les mêmes, et même dans l'absolu, même sur ce que vous disiez sur quel a été le parcours de ces 68 arts, et quel est le parcours aujourd'hui, par exemple l'humeur anti-institutionnelle, j'ai l'impression qu'elle est restée quasiment telle qu'elle, en fait, que les gens désertent les institutions de pouvoir, désertent l'électoralisme, désertent toutes ces choses-là, avec des petits retours sur le côté, avec des espoirs rapidement déçus, mais je veux dire, j'ai l'impression que rien n'a changé de tout ce qu'on dit là. Et sur la perception de mai 68 que j'ai, moi, du haut de mes 23 ans, mais précisément, j'ai l'impression que la perception de les Mao existaient, c'est une perception qu'on a, genre, une fois qu'on commence à s'intéresser un peu à l'événement. Mais dans un premier temps, mon imaginaire de mai 68, c'était effectivement un imaginaire avant tout libertaire, et qui se prolonge ici. Le truc, c'est que libertaire, ça veut dire beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, c'est l'imaginaire libertaire qui prédomine à gauche, même si c'est un imaginaire libertaire qui est en dialogue avec lui-même, c'est-à-dire d'un côté des gens qui essaient de trouver une façon d'être libertaire en étant efficace, de l'autre d'autres types de libertaires qui essayent de créer des nouvelles formes de vivre ensemble, de démocratie, tout ça. Voilà. Oui, je m'appelle Antoine. Les deux personnes qui viennent de parler ont pris une partie du discours que je voulais tenir. Excusez-moi, j'ai Parkinson, donc c'est un peu compliqué. Ce que je voulais dire, c'est qu'en mai 68, sur les syndicats, sur les ouvriers, il y avait un très bon dessin de Wolanski qui était très peu connu à l'époque, où c'était un syndicaliste qui montait en tribune et qui disait « Camarades, on a obtenu, etc., 10%. » Ouais, il gueulait les fils ouvriers, « Salauds, vendus, etc. Bon, on a obtenu 3 jours de congé. Ouais, enculé !» Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On veut la révolution. Mais vous êtes fous, ils ne voudront jamais. C'était donc assez redoutable. Et je suis d'accord aussi avec les jeunes, ils n'ont pas besoin de nous, enfin, ils se démerdent. Et ça s'est toujours passé comme ça, quoi. Je veux dire, c'est le principe de base. C'est que, parce que vous avez beaucoup parlé de ce que j'appelle la prédestination, c'est-à-dire s'ils sont fils d'ouvriers, si je ne sais pas quoi, etc. Bon. Oui, mais enfin, il y a aussi la révolte. Je veux dire, on n'est pas obligé de suivre le canal qui est donné par les... Je suis persuadé qu'on pourrait trouver 60 personnes qui seraient comme ça aussi, etc. Enfin, c'est un peu méchant, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Ce que je voulais dire, c'est que 68, oui, pour moi, c'était clair. Il fallait qu'on abatte le PC. Normal, le PC, c'était les... Quand je suis parisien aussi, d'ailleurs, tiens, je n'ai pas oublié de préciser. Quand j'ai... Je le suis encore, de cœur. Je rappelle que Paris, il n'y a que des provinciaux. Hein. Je ne connais que ma femme qui est née à Paris. Tous les autres, ils viennent de l'étranger. Oui, ce que j'étais en train de dire, que je suis en train d'oublier. Le PC, il s'agissait... Ah oui, le PC. Et donc, on s'alliait beaucoup avec les maoïstes et les trotskistes. Mais, quand ils voulaient nous convaincre de venir chez eux, on disait, mais non, c'est toi le prochain fusil. On va essayer de faire les fessées. Mais les trotskistes, c'était aussi con. Les maoïstes, c'est même pas la peine d'en parler, là, je vais rire tout le monde. C'était bon. Et je pense qu'effectivement, c'était les anards. Le 22 mars, ça commence parce que on interdit aux garçons de rentrer dans le local des filles, à Nanterre. Ils sont tous majeurs. Enfin non, je ne peux pas tous majeurs, parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. Enfin bon. Voilà. Donc c'est effectivement très anarchiste. Très...
Ok. Oui, c'est les situationnistes qui venaient des lettristes, qui venaient d'Isou, qui venaient du soulèvement de la jeunesse, etc. Enfin, ça monte à 46, hein, ce démarrage. Merci. Je ne suis pas sûr que ce que je vais dire va être une réponse cohérente à toutes les interventions. Alors, si, première chose, bien sûr que le moment mai 68, mais ce n'est pas ça l'objet premier de mon livre, c'est les trajectoires de vie de 68 arts. C'est un espèce d'arc-en-ciel. Oui, il y a des Mao, et je n'ai dit à aucun moment qu'ils avaient été l'âme et le cœur de ce moment-là. Il y a des Mao, il y a des Trotsky, il y a des syndicalistes, il y a des communistes qui sont peut-être en porte-à-faux, mais qui sont aussi là. Il y a des féministes, il y a des syndicalistes, il y a des libertaires, il y a tout ce qu'un sociologue qui s'appelle Boltanski appelle la critique artiste, c'est-à-dire une critique qui ne dit pas d'abord le capitalisme est un système d'exploitation, qu'emploie pas un lexique qui serait exploitation, classe, etc., mais qui effectivement, renouant avec un certain nombre de choses du jeu de Marx, va plutôt parler en termes d'aliénation, d'entrave à la créativité, de normalisation bureaucratique. Donc c'est tout cet arc-en-ciel-là qui fait mai 68, les uns et les autres se situant à des positions différentes. Peut-être une remarque ironique sur les maoïstes, j'en ai été. Dans mes entretiens, il y a un truc qui m'a frappé, c'était très étonnant. Donc, quand les gens me racontaient comment ils en étaient venus à militer dans des groupes, j'ai une espèce de topos, mais il y a 8-10 personnes qui me disent ça. Oh, les maoïstes! Mais ils étaient complètement tarés. La première fois que ces types, ils parlaient une langue de bois insupportable. Les manifs à Rennes, ils les organisent pas, ils viennent se foutre au premier rang. On passe devant l'Institut franco-américain, paume un pavé dans la vitrine pour que les flics interviennent. C'était pas possible, le petit livre rouge. Non, mais ça va, là, j'ai passé l'âge. Et puis, tous les gens qui me racontent ça, ils sont dans les groupes Mao 6 mois ou 1 an après. Et pourquoi ils y sont ? Ils disent parce que, c'est pas parce qu'on avait lu le petit livre rouge, c'est parce que ces gens-là, c'est eux qui allaient voir les ouvriers, c'est eux qui allaient à la campagne, et ils étaient vachement plus efficaces du point de vue du lien avec les catégories populaires. Ce qui n'est pas un brevet d'excellence du maoïsme, mais j'explique pourquoi des gens qui au départ disent mais c'est des frappadingues sont eux-mêmes parmi les frappadingues 6 mois après, et c'est pas un cas unique. Alors, ce qui m'amène d'ailleurs à je ne sais plus qui d'entre vous a utilisé le mot prédestination. Moi, je n'utiliserai jamais ça. Je dirais qu'il y a des probabilités statistiques, que c'est un fait objectif. Voilà. Si vous êtes fils d'un professeur d'université, vous avez plus de chances de rentrer dans une grande école que si vous êtes fils d'un ouvrier agricole immigré. Je suis désolé, mais statistiquement, ça marche. Mais ceci dit, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait dérailler. Une des choses qui font dérailler et qui est typique de mai 68, c'est ce qu'un certain nombre d'historiens ont appelé les rencontres imprévues. C'est-à-dire le fait qu'on se met à parler, et même faire plus que parler, à fréquenter, à avoir des histoires d'amour, à aller travailler avec des gens que normalement, si on avait suivi les rails de la vie sociale, on n'aurait jamais rencontré. Si je peux dire à un moment, moi dans les choses qui m'ont fait dérailler, il y a le fait pendant plusieurs étés entiers d'avoir été bossé chez les paysans avec ce que les maoïstes, avec leur sens de la grandiloquence, appelaient les longues marches. Mais j'ai castré des cochons, j'ai sexé des dindons, j'ai biné des hectares de haricots, j'ai passé des journées entières dans des fermes, et je pense que ça m'a rendu moins con. J'ai mis les mains dans le fumier de façon assez prolongée. Et puis comme j'avais été repéré, l'armée française a eu la gentillesse de m'offrir un séjour d'1 an dans un régiment d'infanterie de marine, où j'ai côtoyé des prolos, des artisans et des délinquants, et ça m'a rendu bien meilleur, ou en tout cas bien moins pire que ce que j'aurais pu être. Donc effectivement, il n'y a pas de prédestination. Ce qu'il faut aussi regarder quand on fait des sciences sociales, c'est tous ces moments où il y a des petits ou des gros cailloux qui vous font dérailler et faire du hors-piste. Peut-être troisième remarque, alors
peut-être que si on cherchait un dénominateur commun, je parlais de l'arc-en-ciel ou du nuancier, j'ai un collègue qui a cette jolie expression compliquée, la vocation d'hétérodoxie. Je pense que ce qui s'exprime en mai, alors d'un tas de manières différentes et des fois contradictoires, c'est dire que ce qui est normal n'est pas normal et que on peut rediscuter, mettre à plat ce que c'est que les rapports hommes-femmes, ce que c'est que les rapports parents-enfants, ce que c'est que les rapports entre ceux qui ont des diplômes, ceux qui n'en ont pas, entre les manuels et les intellectuels, puis je peux continuer la liste longtemps. Bon, et ça, je trouve que c'est toujours actuel et que c'est très bien tout ce qui peut nous amener. Ça ne veut pas dire qu'on supprime tous les surmois, les contrôles, les normes, mais bon, est-ce que celles qui existent sont bien fondées? Est-ce qu'elles sont fécondes? Est-ce qu'elles nous rendent plus heureux et plus intelligents? Ça, c'est très bien. Peut-être dernière chose, là, je ne suis pas sûr de plaire à tout le monde, mais en fait, quand j'essayais de réfléchir, quand j'écrivais quelque chose qui ressemblait à une conclusion du bouquin, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Pourquoi ça n'avait pas marché? Bon, je me disais, en ayant lu, des fois écrit un peu de toute cette prose rétrospectivement très soporifique, avec une grosse langue de bois marxiste des années 68. Bon, à la limite, on peut penser, même en utilisant de la langue de bois au départ, on peut être inventif avec la langue de bois, mais que rétrospectivement, une chose qui frappe dans énormément de cette littérature politico-dogmatique des années 68, bon, c'est un espèce de concours d'impeccabilité théorique, plus marxiste ou plus marxiste-léniniste que moi, tu meurs et tu seras jamais aussi bon que moi. Bon, ou des choses qui sont à un niveau de généralité stratosphérique, le capitalisme nous opprime, l'impérialisme est très méchant, bon, je signe toujours aujourd'hui, mais très peu de choses qui disent, voilà, l'école, on pourra la faire fonctionner comme ça, les rapports hommes-femmes, voilà précisément des choses qu'on pourrait changer, c'est-à-dire des propositions concrètes qui pourraient être très audacieuses. Les propositions concrètes, c'est pas forcément de l'eau tiède insipide, mais ça, il n'y en avait pas tellement. Et je me demande, dans la manière dont une partie des mouvements se déroule sous nos yeux, s'il n'y a pas des formes de radicalisme apparent qui sont aussi stériles que notre logomachie. C'est-à-dire, bon, moi, le fait qu'on pète les vitrines d'une banque, je vais faire un aveu public, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein, mais bon, est-ce que, en brûlant des abribus et en écrivant sur les sucettes de co à bas le capitalisme, on fait grandement avancer le schmilblick dès lors qu'on n'est pas capable d'aller aussi vers des propositions plus précises sur ce qu'on ferait, même dans l'hypothèse d'un changement radical. Enfin, moi, je pense qu'il y a des formes de radicalité qui sont très, comment je vais dire ça, logoréiques ou rhétoriques, mais si on n'a rien de plus précis à dire que d'énoncer des principes du point de vue de la stratosphère sur l'injustice du capitalisme et les méfaits du néolibéralisme, encore une fois, ok, je signe, mais bon, j'aimerais des choses plus précises et plus opérationnelles. Oui, mais si, enfin, si c'est un phénomène qui se généralisait, enfin, si véritablement il y avait un blocage qui affecte l'économie et qui modifie radicalement le rapport de force, le problème c'est que bon, pour l'instant ça ne décolle pas, quoi. Ouais, mais oui, un des soucis, c'est peut-être aussi que précisément il n'y a pas de capitalisation des acquis, quoi. Et là, on le voit, c'est-à-dire que concrètement, on tend à nier, à dénier l'importance qu'a pu avoir mai 68 et certains groupes, y compris à jeter les bébés avec l'eau du bain. De fait, les maoïstes ont fait partie de ceux qui ont réussi à faire des ponts avec les classes populaires par des actions pratiques. Aujourd'hui, un des enjeux fondamentaux, c'est quand même d'essayer de faire la jonction avec les classes populaires. C'est quand même un des grands enjeux d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment on fait pour que les luttes politiques convergent.
Or, il y a eu toute une réflexion, et y compris du côté des situationnistes aussi, etc. Mais je pense qu'un des enjeux, c'est aussi le dialogue entre les générations, parce que même s'il n'y a rien on n'est pas là pour donner des leçons, etc., ben, clairement, il y a quand même, et c'est dommage, des acquis qui ont été capitalisés, des réflexions. Il y a, y compris d'ailleurs dans les trajectoires que tu cites de tes enquêtés, toute une évolution biographique qui montre qu'ils deviennent, pour beaucoup d'entre eux, ce que tu appelles des intellectuels pratiques. C'est-à-dire que précisément, au travers de leur propre histoire biographique, ils vont chercher à changer les choses concrètement, hein, tout en ayant cette culture politique de départ. Mais en fait, ils vont évoluer non pas vers la politisation institutionnelle, etc., mais ils vont précisément faire de la politique autrement. Ils vont devenir des intellectuels pratiques. Toutes ces réflexions, c'est quand même très important, je crois, de les faire passer, en tout cas de les partager. Et c'est important, je crois, aussi pour les jeunes, pour la jeune génération d'aujourd'hui, qu'elle discute aussi avec les aînés. Non ? Bon, en même temps, sans le mythifier, parce que l'idée que les organisations d'extrême gauche dans les années 60 auraient été follement enracinées dans les classes populaires, non, c'est pas vrai. Mais par exemple, une des choses qui a fait qu'il y a eu des formes de connexion, quoi qu'on en dise, ça a par exemple été la pratique de l'établissement. Moi, je sais qu'à Rennes, il y a pas mal de gens qui sont établis dans des secteurs comme le bâtiment ou à Citroën. Alors, je ne suis pas sûr que ça ait fabriqué des armées d'ouvriers révolutionnaires, mais ça fait une présence dans les milieux populaires. Et je parlais de rencontres imprévues, ça change les intellos, mais ça change aussi les gens des milieux populaires qui sont au contact d'autres personnes qui ont d'autres histoires qu'eux, et ça les fait bouger, et des fois de façon tout à fait intéressante. Mais quand tu dis, effectivement, je ne vois pas comment il peut y avoir un grand changement social si les classes populaires n'y sont pas, et le problème, c'est que les classes populaires, aujourd'hui, c'est plus le métallo CGT de 1950, c'est des gens qui sont extrêmement atomisés, très souvent dans des toutes petites boîtes ou des micro-boîtes. C'est aussi plein de gens qui sont sur des statuts qui les font sortir du salariat ou des petites entreprises. Et bon, je n'ai aucune solution, mais je sais pas, quand on lit des travaux comme les travaux de Cocard sur les classes populaires dans les régions rurales du Grand Est, on comprend un tas de trucs sur les gilets jaunes. Il y a ça aussi. Je pense que si on se demande qu'est-ce qu'il y a eu comme grand mouvement social depuis mai 68, les gilets jaunes ont été un mouvement social grandissime, probablement le plus important de l'après 68. Donc merci beaucoup Éric pour cette intervention formidable. Éric Neveu a aussi publié Sociologie des mouvements sociaux aux éditions La Découverte en 2019, Féminin masculin, sociologie du genre et Nouvelle sociologie politique de la France aux éditions Armand Collin en 2021. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le mardi 4 avril à la librairie Ombre Blanche. Montage, réalisation et mise en onde Radio avec la collaboration de Radio Plus et Radio Terre.